Bonjour à tous, merci d'être là malgré le contexte sanitaire. Je suis ravie d'animer cette table ronde autour du thème du numérique, inclusion ou exclusion et source d'innovation. Je suis Mouna Aoun, secrétaire générale de KissKissBankBank & Co, qui est le pôle de Crowd for Good de la Banque Postale. Je travaille depuis plus d'une dizaine d'années autour de la Tech for Good, du numérique inclusif pour les clients de la Banque Postale et pour tous les clients désormais au travers de KissKissBankBank & Co. Donc on est là pour une petite demi-heure autour de ce thème et je suis ravie d'accueillir Mady, Eric et Serge qui vont se présenter dans un premier temps et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que le numérique est source d'innovation et d'inclusion. On va évoquer ce sujet. Il y a encore des a priori sur le numérique qui serait pour une élite et on va essayer de casser ces préjugés. Il y a encore un chemin important à faire en faveur de la Tech for Good et on n'est pas assez encore à travailler sur ces sujets, mais il y a déjà des belles réussites et c'est ce qu'on va incarner ce matin. Alors, honneur à Mady pour se présenter. On va faire déjà un premier tour de table pour que vous rencontriez et que vous connaissiez nos interlocuteurs de cette table ronde. Mady. Merci Mounia. Bonjour à tous. Donc, je suis Mady Seidi. Je suis donc membre du board de Diversity Days. Qu'est-ce que Diversity Days ? C'est une association d'égalité des chances qui accompagne des porteurs de projets qui ont le point commun de tous avoir des projets dans le numérique. Et la deuxième valeur importante chez Diversity Days, c'est quelque part promouvoir la diversité dans le sens le plus large. On parle aussi bien de diversité culturelle, diversité sociale, mais aussi géographique. Nous accompagnons des jeunes issus de quartiers populaires, mais également des jeunes issus de territoires ruraux. Vaste programme. Merci. Eric ? Bonjour, merci de m'accueillir. Donc, mon accent me trahit. Je suis du Québec, arrivé fraîchement lundi matin. Donc, merci d'être là. Je me suis sauvé de la neige à Montréal, 10 cm de neige entre dimanche et lundi. Donc, vive Paris. Éric McNicol, donc fondateur de Kera Technologies. Dans le fond, nous, on est sur une mission d'aider les employeurs et améliorer le bien-être au travail en offrant une solution qui permet justement aux employeurs et aux employés de vraiment cibler et travailler sur le bien-être au travail. On a développé une application de coaching numérique financier qui aide les employés de façon très spécifique à apprendre des meilleures habitudes de vie financières, les coacher de façon très personnalisée. On a un peu fait la folie où on a intégré la psychologie et la finance, deux mondes qui ne se parlent pas normalement, pour être capable de pouvoir comprendre ce que l'argent veut dire pour chacun de nous, quels sont les gestes que ces gens-là font, qui peuvent être bons ou moins bons, et aussi de pouvoir intégrer tout ce qui est le comportemental et le financier pour être capable d'avoir un accompagnement qui est très personnel. Ça, c'est la portion employée. Et pour l'employeur, on s'assure qu'effectivement, l'information personnelle n'est pas partagée, elle est agrégée, et ça permet à l'employeur de pouvoir justement appuyer ses équipes de façon plus précise, avoir des leviers très réels et concrets pour aider, dans le fond, leurs équipes à atteindre ce bien-être-là. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les employeurs ont investi beaucoup dans le bien-être mental, le bien-être physique, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que la portion financière nous suit, incluant au travail. Pas parce qu'on est stressé financièrement que ça reste à la porte du travail, ça nous accompagne au travail et ça a un effet réel sur notre productivité comme personne, sur la créativité. Et c'est vraiment, nous, cet élément-là qu'on essaie d'adresser. On est en pilote avec des entreprises en Australie, certaines au Canada, et on est effectivement en recherche, puis on travaille avec trouver des partenaires ici en France pour déployer notre solution. Donc, merci de l'accueil, puis bien content d'être avec vous ce matin. Merci Eric. Serge ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le président de DOM+. Alors, petit clin d'œil aux cousins, puisque DOM+ est né il y a plus de 20 ans au Québec, et on est très influencé par le continent nord-américain dans l'approche de la personne. En deux mots, DOM+, c'est un salarié sur 3 et 2 retraités sur 3 qui ont accès à nos services dans des moments de vie fragilité, on va dire ça comme ça, et pour le compte de grands organismes mutuels, de protection sociale ou sociaux ou de grandes entreprises. La raison d'être de DOM+, parce que nous sommes une entreprise de l'ombre, elle est de rendre accessible le service au plus grand nombre.
Voilà. Donc on a un métier dont on parlera tout à l'heure, puisque le numérique joue énormément dans la case humain. Merci Serge. Pour compléter la table ronde, nous devions avoir Jean-Louis Kiel, qui est le président de l'association Crésus, spécialisée dans la lutte contre le surendettement. Et Jean-Louis est au fond du lit, donc même pas possible à distance. Donc tous nos voeux l'accompagnent, mais je voulais évoquer quand même en clin d'œil sa non-présence, mais il est là par l'esprit à nos côtés. Donc commençons dans le vif du sujet. Donc numérique. On peut parler de Crésus, hein. Je m'en doute. D'ailleurs, tu veux dire deux mots sur la qualité de Crésus pour l'honorer ? Oui, alors d'abord c'est un ami de longue date, mais donc Crésus c'est une organisation associative qui couvre tout le territoire, avec une histoire dans l'Est beaucoup plus proche de Strasbourg. La vraie obsession de Jean-Louis Kiel, qui est le fondateur de cette organisation, c'est évidemment le surendettement. La question du surendettement, on le sait, hein, quand on est en surendettement, si j'ose dire, on est pris en charge. Le vrai enjeu, c'est ce qui est en amont, et on voit bien qu'on en parlera. Le contexte de crise sanitaire a eu des conséquences au plan social, au plan budgétaire dans les familles. Et les équipes de Crésus, à la fois opérationnelles, salariées, mais aussi bénévoles, accompagnent au plus près de la personne, si j'ose dire, la restructuration de la dette et les familles dans ce contexte-là. C'est aussi un monsieur qui a réussi auprès de la ministre, Madame Lagarde, à l'époque, à pousser la notion du fichier positif. Et pour les banques, il a su aller les chercher dans leur responsabilité, pour ne pas dire culpabilité. Oui, donc nous, on était favorables à la naissance de ce fichier positif, nous étant la Banque Postale. Et je vous invite à regarder ce que fait l'association Crésus, puisqu'ils ont utilisé, évidemment, hein, ils accueillent en physique et à distance au téléphone des clients qui ont des situations de mal-endettement, limite surendettement, et les accompagnent pour ne pas basculer dans ce surendettement. Et ils utilisent aussi le numérique au travers de deux solutions, qui est le budget à grande vitesse, qui est une appli qui permet de calculer son budget, hein, puisque pour ne pas basculer dans le surendettement, il faut équilibrer la somme de ses ressources et la somme de ses charges. Et puis par ailleurs, il a créé un jeu d'éducation financière, ça fera le pont avec Eric et ses solutions, qui s'appelle Dilemme, un jeu de plateau. Alors c'est pas un jeu de loi parce qu'il est à Strasbourg, donc c'est un jeu de cigogne. Et donc un jeu de plateau qui permet de former des jeunes et des moins jeunes au budget, à la notion de budget. Et il en a fait aussi une appli numérique que vous pouvez trouver sur les différents stores. Donc ça nous a fait la transition au travers de Jean-Louis qui n'est pas là, au travers de en fait des best practices, hein. Je pense que sur ce sujet, la théorie est abondante sur le numérique inclusif ou facteur d'exclusion. J'ai préféré entrer dans le vif du sujet autour de best practices et donc du coup de produits ou de démarches phares menées auprès des différentes entités de nos parties prenantes ce matin. Et donc Madi, en best practice, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce que fait Diversiday pour justement accompagner les entrepreneurs tels que tu l'as dit, et comment le numérique par ce biais-là est source d'inclusion et d'innovation et donc d'accélérateur, hein, de situations compliquées. Absolument. Nous, chez Diversiday, alors on a vraiment deux gros pôles. Le premier, c'est d'accompagner les personnes issues de la diversité qui sont donc salariés ou des porteurs de projets. Et la seconde partie de notre programme s'adresse aux entrepreneurs. Donc nous avons deux parties. Sur la partie entrepreneur, on a différents programmes avec l'idée qui est d'accompagner ces entrepreneurs, puisque on était parti d'un constat très simple. On avait beaucoup d'entrepreneurs issus de la diversité dans le sens le plus large, qui avaient beaucoup de talent, de belles idées, mais qui se retrouvaient toujours confrontés soit à un problème de réseau, à un problème financier, à je ne sais pas à qui je m'adresse, comment je fais. Donc nous, on est parti de ce constat fort, il y avait d'idées, il manquait des moyens, donc on a décidé de créer des programmes pour accompagner
ces entrepreneurs. On a lancé donc un programme destiné aux entrepreneurs, c'est le Leadership Programme. C'est un programme qui s'adresse aux gens qui ont déjà un projet, avec une spécificité, il faut que ce projet ait un lien avec le numérique. C'est vraiment le numérique, parce que nous, chez Diversidays, on considère que le numérique, contrairement... Alors évidemment, il y a une réalité sur le numérique, il y a parfois des gens qui sont en territoire un petit peu reculés, qui n'ont pas d'accès au numérique, mais nous considérons, de par notre expérience, que le numérique est un accélérateur de diversité. Grâce au numérique, des personnes qui, par exemple, n'auraient pas pu accéder à un certain niveau, même d'études parfois, grâce au webinaire, elles arrivent à accéder à ces fonctions grâce au numérique. Donc, nous avons lancé ce programme qui s'appelle le Leadership Programme. Les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs arrivent avec leurs projets et ils sont accompagnés de différentes manières, que ce soit du point de vue réseau, parce qu'ils arrivent souvent avec j'ai un projet, je ne sais pas à quelle porte je frappe, donc on leur ouvre un réseau. On leur apprend à pitcher, on a des professionnels qu'on met à leur disposition, qui les accompagnent. Et la troisième partie, qui est la partie la plus difficile, c'est celle d'aller chercher de l'argent. Et on les accompagne aussi sur cette partie-là. Ce programme est récent chez Diversidays. On a déjà accompagné à peu près, je crois, une cinquantaine, 55 entrepreneurs sur ce volet de ce programme-là, qui contient et de la formation et des prises de parole. Et il y a une partie média aussi, puisque l'idée étant aussi de faire savoir, de faire connaître leurs projets. Donc on a un partenariat avec des médias, on les envoie pitcher leurs projets, on les envoie apprendre à parler, à défendre leurs projets. Donc ça, c'est les trois parties du Leadership Programme, donc qui est le second programme, donc qui est destiné aux entrepreneurs. On a un second programme, donc qui est le premier, qui est le programme Déclic numérique, qu'on a lancé il y a maintenant plus d'1 an. Celui-ci s'adresse à tout le monde. C'est vraiment un programme avec lequel on sensibilise au numérique. Alors, on a beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont intéressés par les métiers du numérique, mais qui ne savent pas forcément comment faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent que pour être dans le numérique, il faut absolument avoir fait des études d'informatique, il faut absolument être un techos, alors que dans le numérique, il n'y a pas seulement la partie techos, il y a d'autres parties. Donc l'idée du Leadership Programme, c'est d'accompagner des jeunes et des moins jeunes en les sensibilisant au numérique. Il y a également des personnes qui rejoignent ce programme avec la volonté de se reconvertir dans le numérique. Et ce programme, on l'a vraiment lancé de mémoire un petit peu avant le premier confinement, où il s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait, mon job va peut-être disparaître, comment je fais. Donc beaucoup de personnes avaient envie de se lancer dans le numérique, et donc on a lancé ce programme où pendant une semaine, les jeunes découvrent des métiers, ils sont formés, ils découvrent un petit peu plusieurs métiers, et surtout, certains en sortent avec une vocation. Certains arrivent déjà avec une envie de faire du numérique, et d'autres en sortent avec une vocation. À la fin de cette formation, ils nous disent voilà, j'ai trouvé ma voie, je ne sais pas encore quel poste je vais faire, mais une chose est sûre, je veux travailler dans le numérique. Donc ça, c'est le deuxième programme qu'on a. Et la troisième chose, la troisième best practice qu'on a lancée... C'est le réseau. C'est le réseau. C'est le réseau. Alors ça, c'est vraiment incontestable. On a lancé, là, cette année, c'est la 3e édition, on a lancé un annuaire. L'idée de cet annuaire, c'était de valoriser tous ces gens qui ont de beaux projets dans le numérique, mais qui, malheureusement, n'ont pas forcément les portes d'entrée, les clés. Et donc, on a sollicité plein d'acteurs locaux, que ce soit le Pôle emploi, que ce soit des associations qui, comme nous, travaillent sur le numérique. Elles nous ont fait remonter des profils. Et donc, on a compilé tous ces profils dans un annuaire. Il y a tous les âges, il y a vraiment tous les âges. On a des tout jeunes qui se lancent. On a des gens qui ont déjà été entrepreneurs, qui ont déjà monté des boîtes, qui ont échoué, qui sont revenus. On a des personnes qui ont une cinquantaine d'années, on a des personnes de 20 ans, on a des tout jeunes aussi. Et l'idée, c'était de compiler toutes ces personnes avec leurs profils, mettre en avant leur boîte, leurs projets. Et cet annuaire qui grossit d'année en année, puisqu'on a commencé, on avait peut-être une 60aine de profils, et aujourd'hui, on en a à peu près 250, 3e édition. L'idée, c'est cet annuaire, on l'a distribué un petit peu dans tous les lieux de décision, les lieux financiers, notamment dans les médias, parce que souvent, nous, ce qu'on avait constaté aussi, et qui a été un petit peu le moteur de la création de Diversidays par Anthony Babkin et Mounira Hamdi, c'était que la tech, en France, mais pas seulement en France, ne ressemblait pas du tout à ce qu'était la France. Donc l'idée aussi, c'était de répondre à tous ces médias qui nous disaient vous voyez, nous, on n'invite pas forcément des gens issus de la diversité, mais qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient géographiques, parce qu'en fait, on n'en a pas.
on ne sait pas où les trouver. Alors du coup, avec cet annuaire, on leur a distribué, on leur a dit, eh ben voilà, vous cherchez la diversité, vous l'avez sous la main, vous avez besoin d'un TECOS, vous ouvrez telle page, vous les avez. Vous avez besoin de femmes, elles sont là. Vous avez besoin de parler de territoire, vous les avez. Vous avez besoin de parler de FinTech, vous les avez. Donc l'idée de cet annuaire, c'était vraiment de compiler au même endroit tous ces talents de la diversité et du numérique, de telle sorte à ce qu'elles puissent être un vivier pour les médias, mais aussi pour les financiers, pour toutes ces personnes qui ont une volonté de mettre en avant la diversité, mais qui malheureusement n'ont pas forcément accès à ces talents. Merci Madi. Donc vous voyez, numérique inclusif, donc gain de temps, gain de confiance, réseau et visibilité grâce aux actions de Diversity Days au travers de ces expériences du numérique. Merci Madi. Serge, chez Dom+, une best practice à partager sur ce que vous faites et comment vous utilisez le numérique en faveur de tous? Alors, on a mis 10 ans à faire le tour du pâté de maison sur cette question parce que pour bien comprendre notre métier, on travaille à distance avec la voix pour entendre, comprendre des situations et accompagner. Et en fait, il y a une dizaine d'années, on s'est vraiment posé la question du bénéfice pour la personne. Et moi, je vais parler du bénéfice pour la personne. Je ne suis pas en une vision macro. Et en fait, notre métier, il consiste à accompagner des parcours de vie en rendant autonome la personne. L'empowerment, le fameux empowerment. Donc je ne suis pas dans le pognon de dingue pour les écarts de langage. Et en fait, la question qui s'est posée à nous depuis cette dizaine d'années, c'est de se dire, mais finalement, comment je vais équiper le sac à dos de la personne pour qu'elle soit autonome? Donc on a tout fait à l'envers. Et la deuxième... Donc on s'est saisi du numérique en se disant qu'est-ce que ça va apporter, et on est arrivé à un premier constat qui est de se dire plus je vais densifier ma relation numérique, plus il faut que je mette de l'humain. Donc comment je mets de la relation dans du digital. La deuxième chose qui est très importante pour nous, je ne sais pas si c'est une best pratique parce que le sujet de la donnée et de l'observation est un sujet sensible, mais nous, depuis le début de notre vie, on capte des émotions, des comportements, des sensations, du vécu, du quotidien de vie, des difficultés. Enfin, je pourrais faire là. Et ça, c'est dans notre métier, c'est constitutif de l'activité que nous avons pour pouvoir anticiper des situations de fragilité. On commence à avoir de l'expérience et c'est des petits pieds qui sont des humains qui vont nous guider en essayant d'avoir de la donnée et des émotions que beaucoup nous envient d'ailleurs, qui nous permettent d'anticiper des situations de fragilité et de mieux prendre en charge une personne ou de désamorcer. On parlait tout à l'heure du surendettement. Avant d'arriver à une situation où je ne paye plus mes factures, je retarde mon loyer, je ne vais pas aller chez le docteur parce que ça mobilise du cash, etc. Et qu'en plus, je suis avec 2 enfants à charge dans un appartement qui est une passoire thermique. Je vous la fais en total. Comment je vais essayer d'utiliser ma connaissance de ces thématiques-là ou de ces situations-là pour anticiper ce qui sera le mieux au bénéfice de la personne. Donc 2 choses. Comment je peux équiper, mettre dans le sac à dos de la personne quelque chose qui va... Et donc, entre nous deux, peut-être qu'on ne va pas avoir le même parcours numérique et on ne va pas se saisir de la même façon, mais je vais pousser du contenu qui va amener la personne à être en relation. Ou peut-être que je vais avoir simplement un téléphone pour téléphoner et pas un smartphone, parce que d'abord, un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Donc du coup, vous captez la data et vous l'exploitez? Alors, oui. Alors, on évite de le dire, mais c'est notre anonymisé, bien sûr, RGPD. Oui. Alors, en fait, j'insisterai moins tant sur le fait qu'on parle de data qu'on parle d'émotion, de comportement. Ça fait très longtemps qu'on regarde les conversations qu'on a et on essaye pour pouvoir faire notre métier, on a besoin d'observer les choses. Et c'est en fait complètement constitutif de notre métier. Nos données sont non substituables et en plus, on ne les monétise pas. Et
j'allais dire, c'est d'autant plus vrai qu'on a un consentement de la personne à plus de 94% dans les affaires des RGPD, etc. Mais le vrai sujet, c'est que ça nous sert à avancer pour pouvoir mieux traiter la prise en charge des personnes. Donc on capte de l'émotion, du comportement, on en reparlera parce que le contexte qui nous anime, non pas sur le versant sanitaire, mais sur le versant social, fait qu'on met en évidence beaucoup d'informations qui nous permettent de mieux traiter les problèmes et d'aller plus loin dans la prise en charge. Peut-être donner un peu d'idée de volume. Chez Dom Plus, c'est combien d'appels? Alors, c'est une horreur quand on me pose cette question, parce qu'on parle de personnes. Faut pas donner des chiffres. Non, c'est vraiment pas en termes d'appels. On doit accompagner un peu moins d'1 demi-million de personnes par an. Et il faut bien comprendre que la période nous expose sous le tapis. On a une situation sociale qui s'est énormément dégradée. Et donc, évidemment, la prise en charge et les accompagnements, les impacts s'en sont trouvés. Mais c'est une conversation téléphonique longue, quoi. Ça dure un quart d'heure, une demi-heure. Mais surtout, le numérique, parce qu'il y a quand même cette équation entre innovation et numérique. Là, on va parler d'inclusion, mais ça a permis, dans la règle du 80-20, d'accompagner des personnes au plus grand nombre en n'étant pas forcément présent d'abord parce que quand vous êtes en difficulté, vous n'allez pas naturellement vers un service. Si je suis en difficulté financière dans une entreprise, j'en parle ni à mes collaborateurs, ni à ma famille, dans la famille, ni à mes collègues, ni à mon organisation syndicale. Et donc, le numérique va toucher, à ce moment-là, on va aller amener la personne à être dans un parcours en se disant, tiens, je peux avoir de l'information là-dessus. Et de fil en aiguille, je vais pouvoir accompagner les gens. Donc, il n'y a pas que les appels téléphoniques, il y a les personnes accompagnées qui sont dans une situation. On pousse des contenus, et pousser des contenus permet de favoriser et rentrer dans un le empowerment. passage à l'acte d'accompagnement, d'aller chercher. Et de l'acceptabilité aussi, parce que, encore une fois, il faut bien comprendre que quand on est en fragilité, et contrairement aux idées reçues, on a vraiment comme objectif de s'en sortir. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Et la question de l'autonomie, ça s'accompagne. Donc, en ce sens, que ce soit la data ou que ce soit les outils digitaux qui nous permettent d'avoir des parcours, ça doit faire en sorte d'emmener la personne de telle sorte qu'elle se saisisse et qu'elle puisse être en capacité d'agir. Et donc, c'est comment j'accompagne en fait la capacité d'agir de la personne et une forme d'acceptation aussi de sa situation, parce que c'est jamais très agréable. Donc, des nudges avec des contenus qui poussent à s'engager auprès des personnes qui en ont besoin et de la data pour anticiper que vous et apprenante en fait, avec la volonté de capter de la donnée pour pouvoir encore mieux faire votre boulot d'accompagnement au téléphone. Voilà, deux best practices efficaces chez Dom Plus. Éric ? Que dire de plus? On est quand même, si je regarde, puis j'entends, puis j'avais été voir un peu ce que vous faisiez, on est quand même dans des choses assez similaires, pas dans le même domaine. Mais effectivement, moi, ce que je crois, puis c'est ce que je vois, je suis un ancien banquier, j'ai travaillé 28 ans chez Desjardins, une institution financière importante au Canada. Ce qu'on voyait, c'est qu'effectivement, il y a une tendance du côté des institutions financières qui sont déjà là aujourd'hui à vouloir... il y a toujours une option de rendre d'être rentable, d'offrir des produits et services. Mais en même temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la technologie, le numérique maintenant, apporte des opportunités, non pas juste pour vendre des produits, mais pour vraiment aider les gens. Et c'est un peu ce que mon collègue ici disait. Et c'est un peu dans l'approche qu'on a décidé de faire, François et moi, mon collègue, avec lequel on a commencé à réfléchir à cette aventure-là en 2018, où on s'est dit... on peut faire les choses autrement. On peut être capable de pouvoir accompagner les gens, de pouvoir aider les gens à être mieux. On avait commencé à regarder les millennials et les générations Z, parce qu'effectivement, ce qu'on s'aperçoit de leur côté, c'est, oui, ils ont accès à beaucoup d'informations, c'est beaucoup l'instantanéité de l'information, puis d'être capable de poser des actions maintenant, mais en même temps, des projets de vie, ça peut prendre du temps à construire. Et on s'aperçoit, on le vit au Canada, c'est probablement la même chose. On parle de l'éducation financière à jeune âge. Il y en avait à mon époque, j'ai un peu de gris, vous le voyez. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'effectivement, l'éducation financière, on entend beaucoup moins parler auprès de nos jeunes. Et ils se ramassent à l'âge adulte avec aucun levier, aucune connaissance pour être capable de faire face à ce qui s'en vient devant d'eux.
Ils se ramassent à la fin, en début d'âge adulte, avec des dettes ou avec des projets de vie. On n'a aucune idée comment on va le prendre. Et moi, ce que je vois, puis je le vois autant ici en France que dans différents pays où il y a des initiatives très réelles et concrètes qui viennent appuyer ces jeunes-là à justement être en meilleure position, en meilleur contrôle, en meilleure capacité de faire face à différentes obligations. Puis nous, un peu, dans le fond, ce qu'on fait du côté de Kera, c'est effectivement, on parle de coaching, on parle d'accompagnement, de prise de conscience, de l'empowerment, comme on parlait tantôt, de comprendre d'où je pars, quel est mon début d'histoire, moi, comme personne, qu'est-ce que j'ai comme outil dans mon sac à outils pour être capable de pouvoir avancer et de là être capable de pouvoir accompagner chacun des individus en tenant compte de leur réalité à eux, de tenir compte de qu'est-ce que l'argent représente. On est, je ne sais pas, peut-être une trentaine dans la salle ici, et probablement que vous avez une relation avec votre argent qui vous est très propre. Et ça vient conditionner vos faits et gestes dans votre quotidien. Et à partir du moment où on en tient compte, ça vient changer réellement la relation et l'accompagnement qu'on va vouloir faire et qu'on peut faire avec chacun des individus. On parlait tantôt de la psychologie, la compréhension des gens. Le numérique permet de pouvoir venir intégrer ces notions-là, qui est assez difficile de faire quand on est en face-à-face. On a beau avoir des conseillers en agence. La difficulté de pouvoir capter, ils sont là de pouvoir faire des choses très rapidement, passer au suivant souvent pour être capable de pouvoir avoir le plus de rencontres ou le plus de produits vendus ou le plus d'accompagnement. On est dans une approche qui est très différente, alors que le numérique, la personne elle prend son temps, elle est là au moment où elle a besoin. Et c'est vraiment dans cette optique-là que nous, on a créé ce coach-là numérique qui est capable de pouvoir faire cette interaction-là, puis d'accompagner les gens à travers une vie qui n'est pas linéaire. On vient de le vivre depuis 2 ans. Je pense que la pandémie, puis elle est encore là, nous démontre que des choses qu'on ne pensait pas qui arriveraient, c'est là. Et de se rendre du point A au point Z, à chacune de nous, la ligne, elle n'est pas droite. Et elle fait ça comme ça. C'est des montagnes russes. On le vit encore plus depuis 2 ans. Et comment il faut être capable d'en tenir compte? Puis la technologie, le numérique, nous permet de pouvoir être là, présent, de comprendre ce qui se passe à tout moment. Et là, après, c'est de dire comment on va venir interagir avec les gens pour être capable de générer une valeur ajoutée, oui, à nos jeunes, mais aussi à tout âge. Alors concrètement, quelles sont les solutions numériques que vous proposez en matière d'éducation financière? Oui, exactement. 2 choses. C'est qu'on vient accompagner les gens sur différents cas d'usage très réels. Un exemple, c'est le fonds de prévoyance. La pandémie a amené le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas préparés à faire face à cette situation-là. Et ceux qui l'étaient, dans certains cas, ont utilisé leur fonds de prévoyance. Ce qui fait que là, aujourd'hui, ils se ramassent dans une situation où, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, d'être capable de pouvoir reprendre ces gens-là, les accompagner à, justement, prévoir et mettre les bons gestes en place. Puis en parallèle à ça, ce qu'on s'aperçoit, puis il en parlait tantôt, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des événements, il y a des situations, et que si on est capable de capter rapidement, nous permet de pouvoir les adresser rapidement et éviter que ces individus-là, ces usagers-là, ces personnes-là frappent un mur tôt ou tard. Parce qu'on est capable de comprendre ces comportements, ces patterns-là financiers ou même comportementaux qui vont avoir un effet très négatif à moyen et long terme. On est en train de faire une recherche avec l'université. On regarde aussi avoir une autre université ici en France parce que ça reste une problématique puis une situation mondiale. Ces comportements-là ont des effets dans notre quotidien et d'être capable de pouvoir les capter, les prédire, les prévoir. Et on est en train de construire un indice de bien-être financier qu'on voudrait être capable de pouvoir partager pour avoir une mesure réelle du bien-être financier des individus à travers le monde. Puis on parle d'un rêve ultime, c'est d'être capable de travailler avec les gouvernements parce que beaucoup d'argent sont investis pour venir appuyer des gens en difficulté. On a des belles solutions comme la vôtre, mais d'être capable de pouvoir dire, on se donne les leviers à chacune des personnes pour justement être en une meilleure position. Ça a un effet positif pour la société, ça a un effet positif pour les individus. Puis dans notre cas, puis excusez-moi, ça s'est mis à sonner, alors que ça ne sonne jamais. Et tout ça pour dire que même un effet positif sur les employeurs et même les partenaires des employeurs. Et donc, du coup, en matière d'appropriation des jeunes de la finance, qui est de plus en plus de la finance numérique, virtuelle, quels sont les freins les plus importants, enfin les mauvais usages que les jeunes ont de la gestion financière dématérialisée? Qu'est-ce que vous avez vu? Et donc, du coup, ce sur quoi, concrètement, vous travaillez sur des comportements pas forcément appropriés des jeunes et de l'argent? Oui, ce qu'on voit, puis c'est là où on dit la technologie, le numérique amène plein de belles opportunités. Après, c'est comment on décide de le gérer ou de l'utiliser. On parle des choses qu'on entend beaucoup parler, c'est le paiement fractionné. Oui, c'est une belle révolution, mais en même temps, ça peut aussi, on dit en bon québécois, creuser son trou.
on peut se ramasser à avoir une problématique réelle où là, on se ramasse en surendettement parce que c'est facile à avoir. Et on se aperçoit que les gens commencent à prendre ces paiements fractionnés-là, ne payent pas à la fin, en prennent un autre parce que, bon, l'opportunité, on disait la relation à l'argent, surtout si c'est le plaisir, ma relation à l'argent. À ce moment-là, c'est un plaisir pour moi de dépenser, d'acheter. Et là, la boucle se met. Donc, une belle opportunité qui aurait pu ou qui peut avoir un effet positif devient un effet négatif. Et c'est là que nous, on travaille à adresser ces situations-là pour mieux équiper nos jeunes, mais aussi toutes les jeunes de la société, à faire des bons choix en lien avec leur comportement, parce qu'effectivement, cette relation-là a un effet sur les choix qu'on va faire. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on travaille. Merci. Vous intervenez en université ou pas encore? On est en discussion avec certaines universités, oui, au Canada, mais on est aussi à regarder des universités en France et en Australie. Et en parallèle à ça, effectivement, avec des associations pour la gestion. On parle de la notion de budget avec des associations locales ou régionales. Merci, Éric. Merci. Donc, avant de clôturer cette dernière table ronde avant le déjeuner, une dernière question ou propos que vous voulez partager avec l'auditoire autour de la Tech for Good. Qu'est-ce qui nous manque? Quels sont encore les freins pour justement que ce secteur-là de la Tech for Good, inclusif et innovant pour le plus grand nombre, qu'est-ce qui nous manque encore? Moi, je dirais qu'il faut continuer à sensibiliser pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit. Le paradoxe du numérique, c'est que ce n'est pas palpable, mais à côté de ça, c'est au service de l'humain. Chez Diversidays, on le voit au quotidien. Par exemple, quand il y a eu le premier confinement, on avait lancé une opération qui s'appelait... faut qu'elle me le trouve, oui. Alors, solidaire, pas solitaire. Et en fait, l'idée, c'était de rapprocher le monde, de rapprocher les gens. Alors, chacun était dans son confinement, chacun était chez soi. Et grâce au numérique, on avait réussi à lancer régulièrement, pendant toute la journée, des webinaires, des discussions, des formations gratuites. Chaque personne arrivait avec une expertise qu'elle acceptait de donner gratuitement. Et ça nous faisait passer du temps ensemble, en commun. Tout ça pour dire que le numérique, finalement, son paradoxe, c'est qu'il est au service de l'humain et qu'il permet de rapprocher les gens. Donc pour moi, incontestablement, le numérique, c'est vraiment l'inclusion. Mais ce qu'il faudrait pour qu'on ait davantage de Tech for Good, c'est continuer la sensibilisation et je pense au plus jeune âge encore. Il faudrait rentrer dans des écoles, il faudrait enseigner davantage le numérique à l'école, qu'il y ait des formations dans le numérique, qu'on comprenne vraiment les enjeux qu'il y a autour du numérique. Et que le numérique, ce n'est pas seulement l'informatique, il y a d'autres belles choses qu'on peut faire. Et juste pour terminer, la plupart des porteurs de projets, qu'on appelle donc nos diversity makers, tous les projets qu'ils ont, à 90%, sont tous des projets tournés vers l'autre. C'est toujours un projet, une start-up qui est montée, mais qui apporte une relation à l'autre, qui solutionne un problème, en tout cas vers l'autre. Donc c'est toujours le numérique au service de l'humain. Un sens de l'intérêt général, en fait. Absolument. C'est permis par ce numérique. Merci, c'est tellement vrai ce que tu dis. Éric, Serge, pour un frein ou un complément avant de clôturer? Moi, j'y passerai bien l'après-midi sur cette question de la conclusion. Deux, trois petites choses importantes. D'abord, on ne peut pas ignorer la période qu'on est en train de vivre et finalement la prise de conscience de ce que vient de dire Mady. Alors, je vais pas parler du verre à moitié vide, mais il y a quand même un élément que tout le monde a pu voir, c'est l'importance de la relation dans notre société depuis 18 mois. Donc, on a bien vu la dématérialisation des services, et en particulier des services publics, panacée d'un trou dans la raquette qui faisait que, je rappelle quand même qu'on vit dans un monde extrêmement complexe quand on est en situation de fragilité, et que connecter une personne à des réponses, ça suppose de la prendre en charge et qu'elle soit en capacité. Et on a bien vu que pendant le confinement, et en particulier le premier confinement, il y avait des gros trous dans la raquette dans les services publics en particulier, et ça a remis en cause, indépendamment dans nos foyers, indépendamment que dans les entreprises, l'importance du collectif, de la relation versus l'isolement. Donc pour moi, cette affaire-là, ça doit être de guider le plus grand nombre vers le bon usage. En tout cas, c'est notre objectif. C'est pas mal comme design, ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a une phrase de Friedman, là, le professeur Friedman, le
père des bébés éprouvettes, c'est de dire que, il a une phrase qui me plaît beaucoup, à partir du moment où la technologie rend possible les choses, il paraît assez illusoire que de l'empêcher soit une approche raisonnable. Dit autrement, comment faire en sorte que la technologie rende possible les choses. Enfin, quand je dis la technologie, et l'innovation, c'est pas simplement de la tech. Moi, je le dis au pôle Innovation Finance depuis 8 ans. Hein. Et je pense que l'IA et les techs sont à un virage et qu'on est vraiment aujourd'hui, compte tenu du contexte et compte tenu de la maturité aussi des acteurs, rendu à un moment où on peut faire de l'éthique, être socialement responsable et comprendre que interpréter des besoins humains, ça peut se faire qu'avec des humains. Et que les algos, ils fonctionnent avec des petits pieds qui sont des humains. En tout cas, c'est comme ça que nous, on travaille. Ouais, il ne tient qu'à nous. On a des algos, mais les algos, ils ont appris avec des humains, avec des petits pieds. Et qu'en fait, il y aura une accélération, je pense, et Google, Microsoft, Apple, je peux tous les citer, j'ai le droit, ils savent très bien qu'ils sont en embuscade sur ces questions-là, et je parlais tout à l'heure des émotions et du comportement. On voit bien qu'en ce qu'on nous pousse aujourd'hui en spam, c'est tout sauf du comportement et des émotions. Donc, il y a un vrai enjeu, et je pense qu'il va y avoir une directive là, qui s'annonce avec la garantie humaine, mais moi je trouve ça surprenant qu'on parle de garantie humaine, c'est-à-dire de s'assurer qu'un humain comprenne bien ce qu'est un algo. Et il me semble extrêmement important, et c'est positif hein, ce que je dis, à partir du moment où on admet que, a fortiori quand on capte des émotions, des moments de fragilité, des situations particulières, ça ne peut pas se faire avec une automatisation. Et on voit bien, nous, les data scientists, ils nous courent après, parce que c'est la matière qui est importante en termes de valeur. Voilà. Et les gros acteurs de la filière du pôle le savent très très bien. Pour autant, je pense qu'on a encore une belle route. Donc il ne tient qu'à nous. Éric, pour conclure ? Un petit mot de la fin, dans le fond, c'est donnons-nous le droit de voir et faire des choses différentes. Donnons-nous le droit d'intégrer des notions sociales et humaines à travers ce qu'on fait. Oui, on est, dans certains cas, des fondateurs ou des jeunes entrepreneurs qui essaient de tirer leur épingle du jeu, mais je pense que c'est important de pouvoir considérer ces effets-là dans ce qu'on veut faire. Je pense que c'est ce qui va générer cette valeur-là, c'est ce qui va générer notre différenciation, puis c'est ce qui va générer, je pense, l'impact positif qu'on va avoir par la suite. Fait que donnons-nous le droit de le faire, mettez-le pas de côté de facto. Très belle conclusion. Merci à tous. Merci de votre attention. Merci de nous avoir écoutés. Et donc, numérique, inclusif, innovant, responsable et for good, il ne tient qu'à nous.